Alors, chez Renault, on sait quoi faire pour améliorer cette R5. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Pour le look, il n'y aura pas de gros lifting de mi-carrière. Fabrice Cambolive, patron de la marque, l'a confirmé auprès d'Autocar, expliquant que Renault veut garder le plus longtemps possible le design du modèle. C'est l'atout numéro 1 de la R5. Toutefois, le défi pour les équipes de design sera d'apporter un peu de fraîcheur en travaillant sur les détails. On se souvient que Fiat avait réussi à moderniser la 500 après quelques années. Alors, sur le plan technique, dès 2026, l'adoption de batteries LFP. Cette technologie moins coûteuse devrait permettre de faire baisser le prix. Renault n'attendra toutefois pas la LFP pour ouvrir les commandes d'ici quelques semaines une version d'accès avec 300 km d'autonomie, à moins de 25 000 euros. Au fur et à mesure de son cycle de vie, la voiture devrait aussi profiter des progrès techniques permanents avec l'électrique, d'autant que le constructeur travaille d'arrache-pied sur une nouvelle génération de modèles compacts qui doit rattraper tout le retard face à Tesla. Ouais, mais avec combien d'années de retard? De quoi espérer à l'avenir une R5 qui consommera moins, une accélération des temps de charge également. Mais surtout sur autoroute, hein, parce que quand tu as une voiture qui consomme 23, 24, 25 kWh au 100 selon les conditions, une citadine qui consomme autant, c'est juste délirant en fait. Elle consomme à peine moins que le Scénic, qui est beaucoup plus gros en plus. C'est quand même un problème à un niveau moteur. Hein. Bref, tout ça pour dire que cette R5 a du bon et du moins bon. On verra ce que ça donne dans les prochaines années. Alors, Automobile Propre a essayé le Hyundai Inster, la petite citadine du coup. Le petit SUV citadin, si on peut dire. Bon, je vous les invite à aller voir la vidéo sur leur chaîne. Ce serait peut-être plus simple que de lire un article. D'ailleurs, je vais pas non plus tout lire parce que c'est long. Très clairement. Alors, dimension de la Hyundai Inster, 3,83 m de long, 1,61 m de large, 1,61 m de haut. Alors, tu as soit du 97 chevaux pour 42 kWh de batterie, soit du 115 pour 49. Ça rappelle un peu les perfs de la Fiat 500 électrique, même si, au final, elle embarque un peu plus de batterie en version long range, entre guillemets, parce que c'est pas non plus une grosse différence, que la Fiat 500. Mais c'est la même puissance pour le coup. Et c'est du coup à peu près les mêmes prix, parce que la Hyundai Inster est pas si abordable que ça quand même, hein, je trouve. L'espace aussi de coffre entre 238 et 351 litres selon la norme VDA. Sur la police, ces chiffres prennent en compte l'espace sous le plancher est très profond. Ouais, bon. En même temps, vu le petit gabarit, bon, faut pas s'étonner. Par contre, tu peux aussi replier les sièges à l'avant. Donc peut-être en vrai pour pouvoir dormir, c'est faisable, hein, de peut-être mettre un matelas... Ouais, c'est sûrement faisable d'ailleurs de mettre un 190 par 140 dans la voiture. Ça doit pouvoir se faire, je pense. Et ça, c'est plutôt un bon point, faut l'avouer. Même si évidemment, t'es pas censé dormir dans ta voiture, mais bon. Le fait qu'on puisse faire ça, en vrai, c'est pas mal quand même, je trouve. Et ça manque sur d'autres voitures. Hein. La physionomie des places arrière est différente selon le réglage de la banquette. Si celle-ci est placée en arrière, les passagers profitent d'un espace de berline. À l'inverse, si on avance la banquette, on est plus à l'étroit. Mais la place au genou demeure raisonnable. Bon, elle est modulable cette voiture, ça c'est un bon point aussi, il faut avouer. Vraiment très modulable. Hein. 4 ou 5 places, ah oui, il y a une histoire de bonus, apparemment les 4 places n'ont pas de bonus quoi. Il n'y a que les 5 places qui en ont un. Bon, la 5ème place, j'ai envie de dire, voilà, ça va être pour les nains quoi, ou les enfants. De toute façon, cette voiture sans bonus, elle est pas du tout abordable. Alors vous me direz, le bonus, ça change pas grand chose. Même si bon, si vous êtes éligible aux 4000 quand même, 4000 sur 28 000 de prix de base, c'est pas rien, je trouve, ça joue quand même. Écran de 10,25 pouces, compatible Apple CarPlay, bon, comme toutes les voitures maintenant, hormis les Tesla. Par contre, hein, les petites aiguilles, j'espère qu'on peut changer ça, parce que c'est vraiment laid, quoi. C'est nul vraiment. On doit pouvoir le changer, je pense, enfin, j'espère du moins. Bon, par contre, j'aime pas du tout le style, surtout l'arrière, en fait. C'est d'une laideur incommensurable, je trouve. L'avant, bon, il y a une petite bouille sympathique, avec ces petits feux ronds en bas, là, mais l'arrière, oh là là, faut pas regarder l'arrière, hein. Ouais, c'est du Hyundai, quoi, Le Hyundai récent, c'est pas... ça me plaît pas, moi. Le Hyundai des années 2017-2018, ok, avec le Kona et tout, mais le Hyundai de 2025, non, j'accroche plus, quoi. Ah, c'est comme ça, hein. À part les Ioniq 6 que je trouve correct, mais les autres, ça me plaît pas, quoi. Bon, la Ioniq 6, elle est énorme, c'est un paquebot, quoi. Diamètre de braquage 10,6 mètres, c'est correct, mais la Renault 5 fait 10 mètres 03. Enfin, 10 mètres 30 plutôt. La Twingo, moins de 9 mètres. Waouh, c'est impressionnant.
Alors, le sujet qui fâche, le prix, hors bonus, pour la version 49 kWh, 28 000 euros. Pouah. T'as le câble type 2 en option, quoi. 450 euros, alors que sur AliExpress, tu trouves ça à 150 euros, je dirais. T'as le pack hiver à 990 euros, pompe à chaleur, préconditionnement, pack sécurité, caméra 360, signal angle mort. 1000 euros. La Hyundai reste toutefois en léger retrait de la Renault, un pur agrément de conduite, et en confort, ses voies plus étroites ou son semi-essieu rigide. Son essieu semi-rigide à l'arrière la rendent, par exemple, un peu moins stable. Aïe aïe aïe. Alors, à 115 chevaux, elle fait le 0 à 100 en 10 secondes 6. VMAX 150 km/h. Ouais, c'est pas folichon quand même, hein, le 0 à 100. Bon, en même temps, c'est 115 chevaux, quoi. La conso, sur autoroute, 23 kWh au 100, 200 km à 130 km/h, par temps frais. À la fin de la boucle mixte sans éco-conduite, nous avons enlevé une marque à 17 kWh au 100, figurant une moyenne de 300 km. Elle est homologuée à 15,1 WLTP. Bon, j'imagine que l'été, elle consommera bien moins que 17. Donc on sera dans les trucs de WLTP, à mon avis. Alors la recharge 10 à 80% en 30 minutes, en courant continu. Sur une borne 11 kW, le plein était réalisé en 4h45. C'est un bon point qu'elle ait un truc 11 kW pour le coup, vu que c'est une petite batterie, bon ça charge assez vite. Le 10 à 80, bon, elle est pas... En 30 minutes, ça fait x2... Voilà, c'est pas si mauvais, je trouve. C'est pas si mauvais, 30 minutes. Après, c'est pas non plus une énorme batterie, quoi. Donc, c'est moyen sans plus, quoi. Mais non, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus... C'est peut-être mieux qu'un Niro. C'est pas non plus révolutionnaire. Ça doit être aussi bien que le Kia EV3, à mon avis. Alors, le tarif 42 kWh démarre à 25 000 euros. Pour avoir les piles 49 kWh, comptez 28 250 euros et 1000 euros de plus pour acheter la version créative. Ouais, donc pour 7 kWh, il faut payer 3250 euros de plus. Ouais, ça fait un peu cher le kilowattheure, je trouve. L'équipement est alors riche avec les aides de la conduite niveau 2. Le chargeur sans fil ou 17 pouces, le pack hiver avec le préchauffage de la batterie et la pompe à chaleur est à 990 euros, le pack sécurité 1050 aujourd'hui, une Renault 5 avec les accumulateurs grand format en finition techno démarre au-delà de 33 000 euros hors bonus. La française est pour l'heure rattrapée par le bonus, mais la coréenne en bénéficiera bientôt. S'il est maintenu, il y a de quoi donc hésiter. Bah en vrai oui, elle est bien placée avec le bonus par rapport à la concurrence. Maintenant, sans bonus, quand même, ça fait quand même 28 000 euros à sortir, voire 29 si tu prends la créative. Pour une si petite voiture, alors même si elle est modulable, je trouve que ça fait quand même assez cher. Et puis c'est pas un foudre de guerre, hein, 10 secondes 6, le 0 à 100, ça reste une citadine quoi. Donc encore une fois, il y a 4-5 000 euros de trop, je dirais, sur le prix réel de ces voitures quoi. C'est quasiment le bonus en fait. Avec le bonus, le prix serait correct, serait acceptable. Mais là, quand même, même si elle est moins chère que la Renault 5, qui elle est hors de prix, de toute façon, elle est hors catégorie, bon, je trouve pas ça foufou. Puis le design, hein, ça... Il me dérange un peu ce design quand même, faut l'avouer. Rien que les barres sur le toit, je trouve ça moche, déjà aussi. Puis l'arrière, ah non. Bon allez, je vous laisse commenter, qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture, hein. Alors Toyota a vendu vraiment trop peu de VE. Le japonais a vendu 10,8 millions de véhicules neufs en 2024 et conserve ainsi son avance sur Volkswagen et Hyundai. Pourtant, malgré cette position dominante, la firme de Tokyo reste en retrait sur le marché de l'électrique. En 2024, ils ont vendu 139 892 modèles 100% électriques, 35 000 de plus qu'en 2023. C'est moins que Volvo, 175 000 unités, une marque qui ne joue pourtant pas dans la même cour. Chez Toyota, l'électrique ne représente que 1,4% des ventes. Sur certains marchés, la marque subit déjà des effets de cette transition. C'est le cas en Chine où ses ventes ont reculé de 6,9% en 2024. Mais en même temps, désolé, mais les VE Toyota, c'est pas la folie, hein. Ils se démarquent pas des autres, ils sont même dans une moyenne assez mauvaise par rapport à leurs concurrents. Surtout niveau tarif, ils sont assez mal placés, même s'ils ont fait un effort sur le BZ4X, je veux bien le reconnaître, mais en même temps, ils partaient de tellement haut le prix du BZ4X qu'ils ne pouvaient que baisser au bout d'un moment. Bon, après, ils parlent de BYD, etc. Si Toyota reste pour le moment un acteur incontournable du secteur, son retard sur l'électrique soulève des interrogations quant à sa capacité à conserver son leadership à long terme. Avec une concurrence de plus en plus agressive, le géant japonais doit adapter sa stratégie pour ne pas se laisser distancer. Si rien n'est fait pour accélérer sur l'électrique, Toyota risque de perdre son titre avant la fin de la décennie. Ouais, on verra ça. Ils misent toujours trop sur l'hybride et puis même ils misent à fond sur l'hydrogène aussi. Alors que ça va se casser la gueule l'hydrogène au bout d'un moment. Enfin, ça va surtout pas décoller pour les voitures particulières, mais bon, on verra bien.